c'est une denrée rare, que lorsqu'on le perd, impossible de le récupérer car une fois passé, il ne revient plus. Dans cette édition, l'interview s'intéresse à la notion du temps, cette continuité indéfinie où se déroulent avec succession les événements, mais également les phénomènes qui ponctuent notre vie et d'ailleurs dont nous sommes témoins. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, merci de regarder DBS Télévision, vous faites bien. Pour en parler aujourd'hui, nous avons sur le plateau Dr Alexandre Mombourg, c'est un psychologue, coach en croissance personnelle. Il nous fait l'amitié de répondre à notre invitation pour la énième fois. Bonjour, bonsoir coach et merci d'être parmi nous aujourd'hui encore. Bonjour Laurine, c'est un plaisir d'être là. Comment allez-vous? Je vais super bien. Et vous-même? Ça va, merci. Ah, c'est vrai que c'est rare qu'on me renvoie la question. Voilà. Et merci. Aujourd'hui, on parle du temps coach et d'emblée, j'ai envie de vous demander à quoi renvoie le temps d'après vous? Comment est-ce que vous le percevez? Quand je dis temps, pour vous, ça résonne comment? Voilà, le temps pour moi renvoie à un crédit ou encore à une valeur qui est accordée à chaque être humain sur la terre qui lui permet de pouvoir rentabiliser ou encore de pouvoir donner de la valeur à son existence. Parce que chaque être humain qui est sur la terre a la responsabilité de pouvoir produire. Je dis souvent que nous sommes chacun de nous un élément du puzzle global de l'univers, c'est-à-dire que personne n'existe au hasard et pour cette existence-là doit être valorisée. Le temps nous permet donc de valoriser cette existence-là. D'accord, ça veut dire que c'est important de considérer le temps. Bien sûr. On ne peut pas vivre sans tenir compte de ce que le temps, c'est une valeur c'est une denrée d'une grande valeur. Voilà, c'est très important et c'est limité. C'est important de considérer pourquoi, parce que le temps est limité. Il ne faut pas prendre le temps pour acquis. La plupart des gens ont cette maladresse de prendre le temps pour acquis, de ne pas compter, d'avoir toujours à l'esprit que demain j'aurai le temps de faire ceci, j'aurai le temps de faire cela. Et malheureusement, certains sont surpris qu'au lendemain, ils n'ont pas suffisamment de temps pour réaliser quoi que ce soit. On ne peut pas prendre le temps pour acquis. Il faut valoriser chaque minute, chaque seconde qui nous est accordée. Et à ceux qui disent que le temps nous appartient, que leur répondez-vous? C'est erroné de penser comme ça? D'une certaine manière, c'est erroné de penser que le temps nous appartient, puisque à chaque lever du soleil, tu n'es pas sûr que tu vas être debout. Cette nuit, par exemple, plusieurs personnes ne sont pas réveillées. Donc, on ne peut pas dire que le temps nous appartient. Je pense que du moment où nous nous sommes réveillés, du moment où nous avons la santé, il faut tout simplement penser à vivre cet instant-là comme s'il était le dernier, à valoriser, à rentabiliser, parce que, comme je le disais tantôt, on ne sait pas toujours ce qui va se passer la minute d'après. En clair, si on ne renvoie rien à demain, qu'est-ce qu'on fera donc demain? À quoi sert le planning? Est-ce qu'on doit toujours voir ça d'un mauvais œil? Le fait de renvoyer à demain ce qu'on ne peut peut-être pas faire aujourd'hui au nom de ce que le temps ne nous appartient pas et que peut-être demain on n'ouvrira pas les yeux. Ben voilà, c'est bien de le mentionner, Laurine. Vous savez, il est important de comprendre comment fonctionne le monde. Le temps a été, de toute manière, on n'a pas des gens qui ont déjà vécu 200 ans de nos jours. Donc c'est clair que le temps est limité maintenant. Est-ce que le dire signifie qu'on ne doit pas planifier? Non, tout simplement non. Pourquoi? Parce que il faut toujours planifier avant de ne pas le réaliser. Vous savez, même quand vous avez le temps de pouvoir réaliser un certain nombre de choses, parfois on n'arrive même pas à réaliser tout ce qu'on a eu à le faire. Donc il faut comprendre qu'il faut toujours planifier, il ne faut pas dire que bon voilà, comme demain je ne sais pas si je vais vivre ou pas, je vais pas planifier ou encore je vais pas me projeter. C'est important de se projeter, c'est se dire ok, aujourd'hui pour cette journée je pourrais réaliser ceci et demain, voilà, si la grâce m'est permis comme celle d'aujourd'hui, je vais réaliser ceci ou ceci. Donc c'est important de planifier, de toujours planifier. En tout cas, celui qui ne planifie pas, il sera difficile pour lui de pouvoir rentabiliser. Donc en clair, il faut faire le max chaque jour, en tout cas. C'est important. D'accord. Il y a par contre certaines personnes qui vivent sans chérir le temps, qui se disent justement que demain leur appartient. Elles ne considèrent pas le temps comme cette denrée de grande valeur dont on parle depuis le départ et qui fait d'ailleurs l'objet de cette émission. Quels sont les dangers auxquels ces personnes s'exposent en vivant de la sorte? Ben voilà. Vous savez, l'attitude de chaque individu dépend de sa conception, de sa compréhension des choses. L'attitude de ces personnes, c'est tout simplement qu'elles ne comprennent pas la valeur du temps ou encore la valeur de la vie. Il y a des gens qui croient qu'ils existent pour aller à l'école, se marier, faire des enfants, trouver le travail et puis repartir. Tous les êtres humains, si vous regardez, tous les êtres humains sur Terre sont à la recherche d'un plaisir, d'un bonheur à l'intérieur.
Et les êtres humains ne savent pas qu'on existe pour produire le bonheur, pour produire le bonheur aux autres, à l'environnement. Et c'est là, quand tu réalises ça, tu comprends que le temps qui t'est accordé, c'est pour produire de la valeur, produire du bonheur dans ton environnement. Et si tu as cette information, cela va te permettre de considérer le temps qui t'est imparti pour pouvoir réaliser ces choses. Donc la première chose à faire, c'est de pouvoir réaliser pourquoi on existe. On n'existe pas pour soi-même. J'aime souvent le dire. On n'existe pas pour soi-même. C'est vrai que chacun va dire que bon, chacun conçoit la vie comme il veut. Mais la vérité, la réalité, c'est qu'on n'existe pas pour soi-même. On existe pour les autres. Et la considération des choses comme ça va permettre à ce que chaque individu puisse savoir que chaque 24 heures, je dois à la fin de ces 24 heures avoir fait quelque chose de bien pour quelqu'un qui m'entoure. Et cela va permettre à ce que les uns et les autres puissent ajuster leur attitude, puissent compter le temps qui passe. Parce que quand à la fin d'une journée, et Laurine, la plupart des gens à la fin d'une journée ne font pas le bilan. Les gens ne font pas. Voilà, c'est très important de faire le bilan. À la fin de cette journée, tu t'assois avec qu'est-ce que j'ai fait depuis le matin. Je me suis réveillé peut-être à 6h ou 7h, il est 22h ou 23h. Mais qu'est-ce que j'ai produit aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait avec le temps qui m'était imparti? Le faire comme ça va permettre à ce que tu puisses considérer le temps, et cela va permettre à ce que tu puisses mieux planifier, mieux t'organiser, que tu puisses vraiment mieux t'organiser pour produire l'excellence. Ça nous permet surtout de voir si on a gaspillé le temps ou pas. Exact. Qu'est-ce qu'on a fait en fait en 24 heures. Ouais, c'est important. Alors parlons de la maîtrise du temps. Est-il possible de maîtriser son temps, même si ce temps-là nous appartient pas, même si, comme je l'ai dit, c'est une continuité indéfinie, mais est-ce qu'il est possible pour un être humain de maîtriser quand même son temps? Est-ce qu'il est possible de maîtriser le temps? Je dirais pas maîtriser, mais je dirais plutôt gérer. D'accord. C'est mieux de dire gérer que de maîtriser. Puisque je le dis depuis le début, vous ne savez pas ce qui va se passer la seconde d'après. Vous ne savez pas. Donc, vous ne pouvez pas vraiment avoir une certaine maîtrise dessus. Par contre, la gestion, c'est-à-dire avoir anticipé, avoir des prévisions, si la seconde d'après m'est offert, que ferais-je? Qu'est-ce que je vais faire concrètement? Donc, il faut planifier, il faut se dire, voilà, j'ai 24 heures. Si les 24 heures, la seconde d'après me trouve, qu'est-ce que je serai en train de faire, ou qu'est-ce que je dois faire pour rentabiliser? Donc, il est important de planifier, de savoir ce qu'on va faire. De toute manière, c'est important de pouvoir planifier. La planification nous permet de mieux gérer son temps. Quand tu ne planifies pas, tu gaspilles. Quand tu ne planifies pas, le temps pour toi, voilà. J'aimerais mentionner cette observation que j'ai fait ces 10 dernières années avec l'avènement d'Internet. La plupart des gens aujourd'hui semblent ne pas réaliser la valeur ou encore le temps qui passe. Il suffit que vous allez sur un statut, vous regardez, puisque la plupart des statuts aujourd'hui stimulent les émotions, donc captent l'attention des gens. Oui. Les gens vont passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à regarder les statuts, et là ils vont pas se rendre compte de ce qu'ils sont en train de gaspiller le temps. C'est pour ça qu'il est important de planifier, parce que la planification te permet de savoir ce que tu fais dans un certain intervalle de temps. Donc c'est important de planifier. La planification est juste extraordinaire. Et la planification permet une meilleure gestion du temps. Pas une maîtrise, parce que la maîtrise, ce serait un peu trop dit. On ne sait pas, voilà. Ce serait un peu trop dit, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer la minute d'après. C'est pour ça qu'il faut considérer et valoriser la minute que vous êtes en train de vivre à cet instant. Et vous nous donnerez certainement les conseils un peu plus tard sur comment justement bien gérer son temps. Mais est-ce que vivre comme ça ne nous empêche pas aussi de savourer l'instantanéité de la vie parfois, toujours tout prévoir? Est-ce que c'est bien aussi pour l'épanouissement de l'être humain? Vous savez, que vous le vouliez ou pas, il y a des choses qui vont vous surprendre. Il y a des choses extraordinaires et parfois tristes aussi qui vont vous surprendre. Il ne faut surtout pas, même si dans le planning que vous allez faire, vous n'allez certainement pas respecter à 100%. Il y a toujours des imprévus, il y aura toujours une chose qui va apparaître qui sera plus intéressante que celle que vous avez planifiée plus tôt. Donc c'est pour ça que planifier ne signifie pas suivre son planning de manière mécanique. Parce que si vous suivez votre planning de manière mécanique, à un moment donné, vous allez réaliser que vous vous ennuyez. Oui. Donc il faut toujours avoir cette flexibilité et recevoir la bonté, j'aime souvent le dire, recevoir ces belles choses qui arrivent parfois par surprise et qui nous permettent d'avoir un certain épanouissement. Je vais prendre un exemple, voilà. Vous avez par exemple planifié que vous aviez quelque chose à faire, vous deviez sortir et rendre visite, je sais pas, à une amie, et une sœur de longue date que vous aimez bien tout de suite arrive à la maison. Ça fait plaisir de voir cette personne. C'est clair que vous aviez planifié que vous deviez sortir, mais cette surprise là vous fait
plaisir. Vous pouvez tout simplement décaler votre programme parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant qui arrive dans votre vie. Donc même si on fait le planning, on ne doit pas rester focalisé ou encore calé sur ce planning. Il faut être flexible pour pouvoir recevoir toutes les bonnes choses que la vie nous apporte. Alors là, ça remet sur la table la question de l'ordre d'importance des choses que nous faisons. Exact. On peut avoir planifié quelque chose, mais c'est vraiment en fonction... ou du moins, c'est en fonction de quoi, finalement, qu'on gère son temps? Quels sont les éléments qui doivent rentrer dans la gestion du temps? Parce que là, vous l'avez dit, vous avez déjà planifié d'aller, par exemple, au marché et que vous recevez une visite inopinée. D'aucuns vous diront que je l'ai planifié, je dois atteindre mon objectif et donc aller au marché. Mais d'autres, comme vous venez de le dire, préféreront peut-être passer d'abord du temps avec la personne qui a rendu visite. Quels sont les éléments qui devraient donc rentrer dans la gestion du temps? Mais voilà. Quels sont les éléments qui devraient rentrer? Vous savez, chaque planification, c'est par ordre de priorité. Dans une journée ou encore dans l'ensemble des tâches que vous avez à faire, il y a des tâches importantes, il y a des tâches moins importantes. Donc, en fonction du degré d'importance, vous pouvez décider de continuer de respecter votre planning ou pas. Mais l'important, c'est selon qui, justement? L'importance, c'est en fonction de vous. C'est selon vous. Vous savez, aller au marché pour une personne peut être moins important que pour une autre. D'accord. Donc, tout dépend de vous. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Tout dépend de l'objectif que vous vous êtes fixé. C'est très important de tenir compte de ça. Tout dépend de l'objectif que vous êtes fixé. Et il faut aussi savoir que dans le planning, il faut toujours, je l'ai dit tantôt, il faut toujours garder ce côté flexible, mais aussi toujours garder l'objectif. Vous savez, si vous êtes trop flexible dans un planning, vous risquez de ne jamais atteindre vos objectifs. Parfois, on a des personnes qui ont fait des formations même sur planifier et gérer le temps, mais à la fin d'une journée, parfois, leur planning n'est même pas respecté à 30%. On est efficace lorsque le planning qu'on a fait a été respecté à plus de 70%. D'accord. Ça veut dire que 30% c'est pour les surprises, 30% c'est pour les imprévus. Voilà, les imprévus, toutes les choses qui arrivent comme ça et qui sont aussi importantes. Parce que bien que vous ayez dans votre planning des choses importantes, il y a une autre chose qui peut arriver et qui soit aussi tout aussi importante. Je vous prendrai un exemple, une urgence. Vous avez comme ça planifié d'aller faire un travail et on vous dit là que votre enfant, que le chauffeur n'a pas pris votre enfant à l'école. Vous ne pouvez pas laisser l'enfant à l'école parce que vous avez quelque chose à faire. Vous allez tout simplement trouver le moyen de décaler votre programme pour pouvoir aller récupérer l'enfant à l'école, pour que votre enfant ne reste pas à l'école toute l'après-midi. Donc c'est important, tout dépend du degré d'importance que vous donnez et c'est vous, hein, cela dépend de vous. C'est vous qui planifiez, c'est vous qui avez des objectifs, c'est vous qui attendez une satisfaction. Alors c'est vrai que c'est nous qui planifions, mais non seulement c'est pas toujours évident de planifier, ça l'est encore moins de respecter le planning, mais il faut peut-être tenir compte également, coach, de ce qu'on vit dans un environnement, on est entouré de personnes. Comment est-ce qu'on peut faire pour que on puisse respecter notre planning en tenant compte également des personnes qui sont autour de nous, parce que c'est pas toujours évident. Je prends l'exemple d'un étudiant qui vit en famille et qui a peut-être prévu de faire ses devoirs à 19h et qui a sa mère qui arrive de façon inopinée pour lui donner un travail. Comment est-ce qu'il fait pour s'imposer, entre guillemets, et imposer également le planning qui s'est fixé aux personnes qui sont autour de lui afin qu'elles aussi le respectent? Très bien. Tu as cité, Laurine, le cas d'un enfant, d'un étudiant qui vit au sein de la famille. Ce qu'il faut savoir dans ce cas précis, c'est qu'un enfant qui vit au sein de la famille est dépendant. Il n'a pas la liberté de choix, de décision sur sa propre vie. Il a la liberté de décision jusqu'à un niveau, jusqu'au niveau où le parent doit intervenir dans son planning. Donc, même au moment où il est en train de faire son planning, il doit toujours tenir compte dans son planning que le parent, à un moment donné, peut pouvoir intervenir pour lui demander de faire autre chose que ce qu'il a prévu de faire. Il devrait être en mesure de pouvoir accepter, hein, je me le dis, de sacrifier cette chose qui peut-être pour lui est importante pour pouvoir obéir aux parents, parce qu'il est important de pouvoir obéir aux parents jusqu'à ce qu'ils puissent avoir la maturité, la liberté de prendre ses propres décisions. Ça, c'est pour le cas de l'enfant. Maintenant, pour le cas d'un adulte, parce qu'on a les adultes qui aussi ont des personnes qui les entourent. Prenons le cas d'un couple, une femme qui a un projet ou un homme qui a quelque chose à faire. À cause de l'importance qu'il donne à la personne qui l'entoure, à un moment donné, tu peux décider de sacrifier un élément de ton planning pour pouvoir satisfaire la personne qui t'entoure. C'est pour ça que, Laurine, je le disais tout à l'heure, même si on fait les plannings, il faut toujours se dire le but
pour lequel nous faisons ces choses, c'est que nous voulons procurer du plaisir aux autres ou à nous-mêmes. Donc, dans cette optique-là, cela nous permet de voir, est-ce qu'il faut respecter avec rigueur son planning ou est-ce qu'il faut être flexible pour pouvoir donner la place aux autres personnes. Il ne faut pas juste rester, j'ai fait mon planning, voilà, je vais rester dessus, je peux pas, je suis intransigeant. Non, non. Quand vous faites ça, vous risquez de blesser les personnes qui vous entourent. Et de toute manière, je l'ai dit au début, nous existons pour les autres, nous existons pour faire plaisir aux autres. Cette flexibilité doit aller jusqu'où, coach? Parce que si vous êtes flexible une fois pourrait devenir 2 fois et 2, 3 fois. Comment gérer ça encore une fois de plus? La conjointe qui aujourd'hui a peut-être bénéficié de votre temps, qui avait été imparti pour autre chose, voudra peut-être encore que vous lui fassiez cette fleur en lui accordant encore le même temps demain, alors que vous avez des choses à faire. Cette flexibilité-là, jusqu'où va-t-elle arriver? Voilà, Laurine. Il y a une différence entre flexibilité et il faut bien faire la différence entre flexibilité, rigueur et dureté. Vous voyez, la flexibilité n'annule pas la rigueur. D'accord? Et la rigueur, ce n'est pas la dureté. Il ne faut pas être dur. D'accord? Être rigoureux, ça, à un certain moment, se dire en face d'une personne, voilà, je peux à un moment donné, et cela se passe toujours dans le dialogue, il faut toujours dire à l'autre le pourquoi est-ce que pour ce moment-ci précisément, je ne dois pas te suivre dans la proposition que tu viens de me faire par rapport au temps. Il faut toujours avoir le temps parce que expliquer à la personne lui permet de savoir pourquoi est-ce que tu as décidé de ne pas aller faire ce projet-là ou de ne pas faire cette sortie avec elle. Donc c'est important de discuter, d'en discuter avec la personne. Oui chérie, vraiment, tu sais que voilà, j'ai telle chose à faire aujourd'hui, je pourrais pas aller sortir avec toi, mais certainement on va le replanifier plus tard parce que c'est important ce que j'ai à faire. Prenons le cas d'un médecin. Un médecin qui a une urgence à l'hôpital ne va pas laisser l'urgence pour pouvoir sortir, aller prendre un pot avec son épouse. Non, pas du tout. À cause du niveau d'urgence, s'il est par exemple, je sais pas, urgentiste, il y a un cas, on a besoin de mettre de l'oxygène et il est le seul à pouvoir le faire, ou à injecter un médicament, il est le seul expert à le faire. Il devra courir pour le faire. Donc, tout dépend du degré d'importance. Et aussi, il faut être rigoureux, c'est-à-dire que il faut dans son planning toujours réserver un petit espace pour l'autre. Je le disais tantôt, un petit espace pour l'autre. Mais cet espace-là n'annule pas le fait que vous avez des tâches importantes à réaliser pour être plus efficace. D'accord. On va en rester dans les cas pratiques. On va parler des travailleurs, des élèves, des étudiants et peut-être même aussi des chômeurs. Comment est-ce qu'on pourrait-ils gérer leur temps? On va peut-être commencer par les travailleurs. Les travailleurs qui passent peut-être le clair de leur temps au boulot. Ils font pas moins de 7 heures de travail ou pas moins de 8 heures de travail. Le reste, c'est presque insignifiant ce 24 heures parce que quand on rentre, on est fatigué. Si on a une famille, si on est marié, si on a des enfants, on a des amis, des collègues, je sais pas. Comment est-ce qu'un travailleur pourrait-il maximiser son temps, c'est 24 heures. On va rester sur les travailleurs d'abord. Oui, en ce qui concerne les travailleurs, une fois qu'on a fini sa tâche, vous savez, pour une famille, 1 heure, je pense qu'on ne peut pas sous-estimer 1 heure de temps. 1 heure de temps, 1 heure de qualité. Tu peux faire 3 heures, 4 heures avec une personne et cette heure-là, et ces 4 heures-là n'ont aucune valeur. Voilà. Donc, il faut juste pour un travailleur, quand tu as fini, parce qu'on a malheureusement souvent observé que les gens, après avoir fini au travail, au lieu de rentrer à la maison, parfois s'arrêtent au bar pour pouvoir, je dis pas que c'est pas important de pouvoir papoter avec des amis quelques minutes avant de rentrer, mais il faut faire la priorité des choses. Il faut se dire que j'ai mon travail, j'ai ma famille et j'ai aussi mon temps de divertissement. Et le temps de divertissement ne signifie pas toujours sortir avec les amis et tout. On peut aussi se divertir avec la famille. Il y a les jeux de société, on peut le faire avec les enfants. Donc il y a le temps de travail, il y a le temps avec la famille parce que dans 24 heures, c'est important, chers travailleurs, d'avoir un temps avec la famille. De plus en plus dans notre société, on observe un certain détachement, ce qui cause un problème d'intégration familiale au niveau des enfants et même des parents. La famille est devenue comme un ring de boxe. Personne ne se plaît plus à être avec la famille et tout. C'est important après le travail de rentrer à la maison, de prendre du temps avec les enfants et l'épouse. Ça permet de pouvoir développer ces liens d'amour et ces liens d'amour là qui vont aider les enfants après à s'intégrer au sein de la famille. Donc il y a ce temps-là, mais il y a aussi le temps de divertissement parce que la plupart des travailleurs, ils vont transporter le travail à la maison. Ils vont transporter le travail, oui, parce qu'il a un objectif à atteindre. Il faut à un moment donné se dire,
Vraiment, quand j'arrive à la maison, c'est la maison. Est-ce que c'est réaliste ça, coach? Parce que vous savez, il y a certainement des directeurs d'entreprises qui nous regardent aujourd'hui et qui justement doivent continuer de travailler même à la maison. Pour eux, est-ce que c'est réaliste de dire le travail c'est au travail, c'est au bureau, à la maison c'est autre chose? Voilà, c'est comme si quand on explique comme ça, on a l'impression que c'est pas réaliste. Ben, c'est réaliste. Il faut savoir qu'il y a un temps pour chaque chose. On dit qu'il y a un temps pour chaque chose. On a un temps où on est au travail, un temps où on est à la maison, mais même le temps à la maison peut être divisé. À partir de 23h, normalement, les enfants à partir de 21h doivent être endormis. C'est-à-dire quand vous rentrez, si vous rentrez à 18h ou 19h, vous avez le temps de prendre de bain et de prendre un repas avec la famille. Après, discuter avec les enfants de comment a été la journée, avoir un petit temps d'échange. Et après, quand tout le monde va aller au lit, après, vous allez avoir le temps avec madame, bien sûr, bien entendu. Et après, voilà, à partir de 23h, minuit, vous pouvez vous dire, à partir de minuit, je peux prendre un café, et j'aurai encore 1 ou 2 heures avant d'aller au lit. Vous comprenez? Donc, le fait que vous ayez du travail n'exclut pas le temps que vous pouvez accorder à la famille, que vous devez accorder à la famille. Tout dépend de la planification. Mais c'est toujours important d'avoir un temps pour la famille et un temps surtout pour se reposer. Et je voudrais quand même préciser avec votre permission que quand vous parlez de famille, c'est pas forcément la famille restreinte, ça c'est pour les mariés, mais la famille c'est vraiment aussi de façon un peu plus élargie. Si on n'est pas marié, on doit penser aux parents, on doit penser aux frères et sœurs, on peut les visiter également. Alors on s'approche de la période de vacances, on va parler des élèves et des étudiants qui certainement seront en période creuse, seront en période de relaxation, de vacances, et ça me permet en même temps d'embrayer la question du temps libre. Comment est-ce que eux pourraient-ils gérer leur temps libre, leur temps de vacances notamment? Les périodes des vacances, généralement, c'est un temps où, après avoir passé une année scolaire ou une année académique, on essaie de décompresser, on essaie de relaxer pour que le cerveau puisse assimiler ou reclasser les informations qu'on a apprises. C'est un temps de repos, premièrement, c'est un temps de repos. Mais est-ce que ce temps de repos devrait être juste un temps où on fait ce qu'on veut, où on est juste là dans le divertissement? Non. Je pense que l'esprit humain a toujours besoin, à un certain moment, d'une discipline et de consommer un certain nombre d'informations. Je pense que le temps, cette période de vacances, les jeunes ou les étudiants devraient avoir un temps de divertissement, un temps aussi de temps en temps pour, je sais pas, faire une lecture, voilà, parce que l'esprit a toujours besoin de consommer. Même si et quand je parle de lecture, je ne parle pas des cours que vous avez laissés à l'école est finie, voilà. Je parle d'autres choses. Vous pouvez lire des livres d'histoire, vous pouvez, voilà, la culture générale, vous pouvez. L'esprit a toujours besoin de consommer, mais cette fois-ci, pas consommer dans l'objectif d'aller composer après, mais consommer juste pour se divertir. Il y a des belles histoires qu'on raconte qui vous permettent de voyager un peu. Voilà, de vous relaxer. Ça, c'est si la lecture c'est un divertissement pour nous, hein, bien sûr. Si la lecture est un divertissement, c'est aussi. En même temps. On est en Afrique, c'est aussi l'occasion de voyager, aller au village. Laurine, de plus en plus, de moins en moins plutôt, on voit les gens voyager pour aller au village. On a l'impression que les grands-parents sont devenus tous des sorciers. Tout le monde, les jeunes, surtout les jeunes de cette génération, n'aiment plus aller au village sous prétexte qu'il y a les sorciers au village. C'est l'occasion de faire du tourisme dans nos villages. C'est l'occasion d'aller apprendre nos cultures, d'apprendre nos langues. Hein, c'est important d'envoyer les enfants, par exemple, au village pour qu'ils puissent se familiariser avec les grands-parents et tout. C'est important. C'est aussi l'occasion pour les jeunes ou les enfants de voyager, de faire du tourisme, de réaliser des projets. C'est aussi, hein, parce que on a des jeunes comme ça qui aimeraient s'investir dans des métiers. C'est aussi l'occasion d'aller faire des stages, des stages dans les entreprises. Voilà. Et parce que vous savez, quand on fait un stage, il y a plusieurs types de stages. Il y a les stages qui sont professionnels, mais on a aussi des stages académiques. Donc vraiment l'occasion pour eux de se familiariser avec le milieu de l'entreprise. D'accord, on va sortir avec 2 questions parce que là on a malheureusement plus le temps. Le sujet est pourtant très intéressant, la discussion aussi. Il y a plusieurs personnes qui aujourd'hui se nourrissent de regrets. Elles estiment qu'elles auraient pu faire bien plus de choses de leur temps. Est-ce que c'est possible de racheter le temps, coach? Est-ce qu'il est possible de racheter le temps? Ce qui est passé, mais rien n'est perdu. Du moment où nous vivons, rien n'est perdu. C'est clair que tu as 40 ans et tu te dis, en 40 ans, j'aurais pu faire ceci ou cela. Mais il faut savoir que chaque jour, si vous êtes encore en vie, chaque jour est une occasion de se réaliser. C'est vrai qu'il y a certaines choses sur le plan physique que vous ne pouvez plus faire, mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Il ne faut jamais regretter. Tant que vous avez le souffle de vie, il ne faut jamais regretter. Il faut toujours se dire que chaque jour est une occasion de réaliser, de faire quelque chose. Du moment où vous avez pris conscience que vous aurez dû faire quelque chose, faites-le. Faites-le à l'instant où vous êtes
vous avez pris conscience. Et je suis sûr que à partir de 40-50 ans, tu peux faire beaucoup de bonnes choses. Hein. Et quelqu'un dira d'ailleurs que quand il y a la vie, il y a espoir. Voilà. Ah bah ouais. Alors, docteur Alexandre, peut-être quelques astuces, 2, 3, peut-être à l'endroit des téléspectateurs qui nous regardent, quant à la gestion du temps. Ouais. Ce que je peux dire par rapport à la gestion du temps, c'est qu'il faut comprendre une chose importante, c'est que la vie est un don qui nous a été fait et nous devons à un moment donné nous arrêter et prendre conscience de ce que nous ne pouvons pas exister pour exister, comme on dit souvent, exister pour exister. Je pense que chacun doit commencer par planifier, par essayer de se donner un projet de vie. Qu'est-ce que j'aimerais faire dans tel nombre d'années, dans 2 ans, qu'est-ce que je devrais être en mesure de faire, ou encore qu'est-ce que je dois avoir réalisé. Donc faire un planning comme ça vous permet de rentabiliser, déjà de pouvoir rentabiliser votre temps. Il faut faire des plannings à court terme, il faut se dire dans 6 mois, qu'est-ce que je dois avoir fait dans 1 mois, et en le faisant ainsi, vous allez vous rendre compte que au fur et à mesure que vous allez évoluer, vous aurez des éléments pour vous évaluer, et cela va vous permettre de donner de la valeur à votre existence. Et ça, c'est le conseil de l'expert que vous êtes. Merci beaucoup d'avoir justement mis à profit votre expertise aujourd'hui encore pour nous éclairer sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes le docteur Alexandre Mambou, que vous êtes psychologue, mais également coach en croissance personnelle. Vous résidez dans la ville de Douala, il est possible de vous avoir également. Oui, je réside dans la ville de Douala. Mon bureau est ici à la Cité des Palmiers, voilà. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, coach Alexandre Mambou officiel, voilà, et sur TBS. Voilà, qui est bien dit. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés, en espérant que ce thème vous a édifié sur la notion du temps. On se donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro tout aussi intéressant avec un thème et des invités de qualité. Merci à l'équipe technique qui a contribué à ce que ce programme soit bien réalisé. Prenez soin de vous. On se dit à très vite.